Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 250 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler de OKC éliminé des playoffs 2024. Bon, alors, chers fans d'OKC, comment ça va ? J'espère que tout va bien, tout de même, hein. C'est que du basket. Bon non, c'est les phrases qu'on déteste entendre quand son équipe perd évidemment. Mais donc aujourd'hui, très simplement, on va parler d'OKC éliminé des playoffs 2024 et donc bilan de la série un peu tactique, qu'est-ce qui s'est passé contre Dallas, où est-ce que ça a bloqué ? Bilan de la saison aussi, relativement rapidement, et puis projection vers l'intersaison. Voilà pour ce bilan de OKC 2024. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur une plateforme de podcast préférée. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 250 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler de OKC éliminé des playoffs 2024. Bon, alors, chers fans d'OKC, comment ça va ? J'espère que tout va bien, tout de même, hein. C'est que du basket. Bon non, c'est les phrases qu'on déteste entendre quand son équipe perd évidemment. Mais donc aujourd'hui, très simplement, on va parler d'OKC éliminé des playoffs 2024 et donc bilan de la série un peu tactique, qu'est-ce qui s'est passé contre Dallas, où est-ce que ça a bloqué ? Bilan de la saison aussi, relativement rapidement, et puis projection vers l'intersaison. Voilà pour ce bilan de OKC 2024. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur une plateforme de podcast préférée. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de OKC, le Thunder éliminé des playoffs 2024. Bienvenue dans le Basket Lab. OKC éliminé des playoffs 2024, donc défaite contre Dallas en demi-finale de conférence. Vous connaissez le format, on l'a déjà fait pour deux, trois équipes déjà, on l'a fait pour Phoenix, pour les Lakers notamment. Donc bilan de série, premièrement. Ensuite bilan de saison relativement rapidement, on le fera plus longuement durant l'intersaison. Et puis justement en troisième partie, projection sur l'intersaison, les grandes lignes de l'été à venir, de l'intersaison à venir plutôt. Donc voilà, et puis commençons directement. Bilan de cette série. Bilan de cette défaite face à Dallas, donc je pense que le mot d'ordre, vous le savez, le mot d'ordre c'est spacing. Et ça a été spacing des deux côtés du terrain. Et en un sens, Dallas en est un peu mieux sorti avec un aspect un peu de shot-making, j'ai envie de dire, et des shooters qui étaient moyens, mais qui ont mis leur tir, pour le coup, des role-players notamment. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour rester un peu du côté attaque OKC contre défense de Dallas, c'est vrai que on avait un peu commencé nos previews en parlant de ça, spacing. On avait parlé aussi de à quel point est-ce que la défense de Dallas, elle est, entre guillemets, pour de vrai. Là, on a eu un peu la confirmation que ça l'était. En tout cas, ça l'était face à cet adversaire. Et c'est vrai que là-dessus, c'est la déception peut-être pour OKC parce qu'on a eu affaire à une attaque qui a été une des meilleures attaques de toute la NBA cette saison. Une attaque extrêmement dynamique, mais qui en fait, très simplement, s'est pris un mur en pleine tête. Et ce mur, c'est la défense en switch-all de la part de Dallas. Et ça, pour le coup, ça a vraiment été le choix fort et le choix gagnant de la part de Jason Kidd. C'est-à-dire que, comme on avait détaillé un peu en preview, Dallas, ils sont gros, ils sont un peu lents, mais ils sont gros, ils sont imposants, longs, etc. Ils bouchent les espaces. Ça avait très bien marché face aux Clippers parce que c'est pas une attaque hyper fluide, les Clippers, mais on se posait un peu la question de, face à une attaque qui est très différente, une attaque beaucoup plus dynamique de OKC, qui pas du tout comme les Clippers avec moins de... les Clippers ont moins de mouvement. Voilà, c'est pas du tout la même histoire. Donc, pas sûr que cette défense tienne le coup. Et donc, en fait, l'ajustement très simple de la part de Jason Kidd, c'est, mais en fait, on s'en fiche, on switch absolument tout. Voilà, c'est ça l'idée. Sauf à part 2-3 pick and roll peut-être quand il y a Jalen Williams ou des mecs comme ça, mais à part ça, on est vraiment sur un switch all absolu sans se poser de questions. Et la conséquence que ça a eu, la conséquence de ce choix, c'est que ça a permis d'annihiler totalement l'attaque d'OKC.
vraiment, quand le but d'un écran, c'est de faire réfléchir la défense et de créer un décalage, forcément, parce que quand tu fais un drop, il y a un décalage, il y a un petit espace face au drop, hein, après l'écran. Quand tu fais un edge, il y a de l'espace derrière le edge, derrière la prise à deux, etc., etc. Là, le fait est qu'avec ce switch all, on se posait pas de questions côté Dallas, et ça a juste permis de ne concéder littéralement aucun décalage sur les écrans et sur l'attaque. Donc ici, qui aime bien être une attaque un peu plus complexe que les Clippers, mais que beaucoup d'attaques, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, beaucoup de coupes un peu avec un bon timing, beaucoup de ghost screen, les écrans fantômes, beaucoup d'écrans inversés, de pick and roll inversé. Bref, il y a une certaine complexité dans cette attaque qui vient du mouvement et qui vient du dynamisme, et qu'on n'a pas eu du tout, parce que d'une part, quand c'était fait, Dallas absorbait tout décalage et donc c'était fini. Et puis dans un deuxième temps, en fait, OKC n'a pas non plus été fabuleux pour insister, en fait, je trouve. C'est là où, au bout d'un moment, ils ont dit, on arrête, quoi. De toute façon, s'il faut un switch all, on va même pas forcément essayer de sortir nos systèmes un peu élaborés. Donc ça a eu un peu ce double effet qui se coule, si vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que le switch all a permis de neutraliser tout décalage potentiel sur des écrans, sur ce genre de petites actions qu'aime bien OKC, mais en plus, ça a aussi eu un effet dissuasif ensuite le plan de jeu va se simplifier, quoi. Et effectivement, on a eu un plan de jeu qui a été très simplifié. À quel point est-ce que on peut pointer du doigt Mark Daniels? Je pense qu'on peut le faire un peu. Je l'avais fait un peu, j'avais pointé du doigt, je l'avais évoqué quand on avait fait notre podcast à deux partout, où j'avais un peu souligné ça, ce côté, ça manque un peu de diversité et de manières différentes d'attaquer finalement. On a eu un plan de jeu très très simple, on attaque sur pick and roll, on cherche le switch puisque Dallas va nous le donner et on l'attaque. Et c'est vrai que en partie, on peut dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on peut dire que ça a manqué un peu de diversité offensive. Mais de l'autre côté, tout de même aussi, sur ces matchs 5 et 6, j'ai trouvé que Daniels s'était un peu ajusté. Et finalement, ça a été 2 défaites, match 5 et 6, un à OKC, un à Dallas, en plus des défaites qui étaient très pas beaucoup, je veux dire, surtout le match 6, scénario un peu fou. Et voilà, je trouve que Daniels, il a réussi à trouver des solutions, il a trouvé des systèmes. J'ai fait un débrief tactique en vidéo si vous voulez voir exactement ce dont je parle actuellement, mais il y a plein de manières différentes, c'est-à-dire notamment on met un mec sur l'aile, un bon shooter sur l'aile comme Isaiah Joe pour empêcher le stunt, pour punir une aide un peu trop agressive sur RJ, etc. On essaie de déplacer le pivot adverse, on le met, le pivot adverse il défend un mec, et ce mec-là on va le mettre sur l'aile plutôt que dans le corner, comme ça pas possible d'aider facilement la raquette. Plein de petits systèmes, plein de petits trucs et astuces. En fait, je trouve que OKC et Mark Daniels ont trouvé des solutions, c'est juste que les tirs ne sont pas rentrés. Et c'est un peu un problème, vous allez me dire. Mais voilà, il y a un peu ce côté-là, et pour revenir un peu sur cette fin de série, puisque comme dit, on avait fait un podcast à deux partout, donc on a déjà bien traité le début de série. Mais c'est vrai qu'après ce match 4, extrêmement bizarre, souvenez-vous, un match 4 où OKC gagne le match alors qu'ils prennent très peu de tirs au panier, ils prennent très peu de tirs à 3 points. Ils sont catastrophiques en efficacité au panier et catastrophiques en efficacité aussi dans le même temps à 3 points. Et pourtant, ils ont gagné le match parce que shot-making absolu sur le mi-distance et sur les pull-ups compliqués. Shot-making extraordinaire dans cette zone, plus la transition, plus les lancers francs. Donc, match 4 extrêmement bizarre. Et comme dit, Mark Daniels a un peu trouvé des solutions. Et donc, la conséquence, notamment sur le match 5 et 6, c'est que enfin la fréquence de tir à 3 points a augmenté. Et c'est pas que... C'est pas que juste on dit au mec, prenez 3 points. Non, c'est aussi que tactiquement, en fait, il a réussi à trouver des solutions pour libérer des tirs et des catch and shoot à 3 points. C'est exactement ce dont j'avais parlé dans ma vidéo, si ça vous dit. Allez sur la chaîne YouTube, vous verrez qu'effectivement, il y a plein de 3 points qui sont libérés. C'était pas le cas avant. Donc voilà, c'est aussi un signe que OKC a fini et Mark Daniels a fini par trouver quelques solutions et s'adapter. C'est qu'en effet, la fréquence de tir à 3 points qui était extrêmement faible jusqu'à ce fameux match 4, un peu bizarre et un peu gagné malgré tout par OKC, la fréquence de 3 points est remontée à 43 et 41% sur le match 5 et 6. Donc voilà, on est quasiment à moitié, la moitié des tirs étaient tentés à 3 points, un peu moins quand même, mais 43-41%, et surtout en termes de classement, de rang, à quoi ça correspond? Eh bien, sachez que c'était dans le 88e et 81e centile, donc mieux que 88% des autres matchs NBA et mieux que 81% des autres matchs NBA. Donc voilà, la fréquence à 3 points était bien remontée. Le problème, c'est l'efficacité. Et oui, c'est là-dessus on retombe sur ce fameux problème de spacing, c'est-à-dire que, je vais vous dire un peu l'efficacité à 3 points de OKC sur cette série. Premier match, 48%. 48% d'efficacité à 3 points, surchauffe total, ok. Et après c'est 33%,
33%, 26%, 26%. Donc le match 5, où ils ont quand même pris beaucoup de 3 points et libéré beaucoup de tirs ouverts, mais ils les ont loupés, 26% à peine. Et puis match 7, 37% à 3 points. Donc, enfin dans la moyenne. Mais à part ça, donc la physionomie de la série, c'est un match 1 sur réussite à 3 points, 48%, c'est énorme. La moyenne, elle est autour des 37, on va dire, sachant que eux, en saison régulière, leur moyenne, elle était à 39, 40. Mais voilà, et donc tout le reste de la série, en fait, c'était 33, 26, 26, et enfin 37 au match 6, mais qui n'a pas suffi. Donc voilà, c'est un peu le point central de tout ça, c'est que oui, en fin de série, on a réussi à trouver des solutions, notamment à 3 points, notamment des tirs ouverts à 3 points, mais ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés, et pour dézoomer et aller sur cette problématique générale du spacing, là encore, c'est vrai qu'on en avait parlé, et c'est tout le paradoxe de cette équipe d'OKC. D'ailleurs, on en avait parlé plus tôt dans la saison sur ces craintes-là. Il y avait un match de fin de saison là, de saison régulière contre Milwaukee où Doc Rivers a fait le plan de jeu parfait et avait montré comment battre cette attaque. On avait fait une vidéo là-dessus, si ça vous dit, en podcast aussi, on en avait parlé dans l'hebdo. Et voilà, le plan de jeu de Milwaukee, de Doc Rivers, c'était on abandonne les shooters. Et même si sur le papier, c'est une équipe qui shoot extrêmement bien à 3 points, la réalité des faits, c'est qu'on ne respecte pas ces shooters-là, en fait. On ne les respecte pas. Ou alors, on ne respecte pas. On les abandonne, et ou, si on les abandonne, on ne craint pas d'être puni derrière. Voilà. Il y a un peu ce truc de SGA est tellement fort, et même Jalen Williams est tellement fort, et les drivers sont tellement forts, et cette attaque d'OKC se repose à ce point sur le drive que, oui, on va plutôt choisir de protéger la raquette et l'intérieur, en délaissant des shooters ouverts à 3 points, et en pariant sur le fait que, non, ils vont pas le faire, quoi. Ils vont pas nous punir. Donc là-dessus, ça s'est révélé gagnant. Et c'est vrai que pour beaucoup, ça peut être un peu contre-intuitif ou un paradoxe en tout cas, parce que comme dit, OKC était une des meilleures attaques de NBA en termes d'efficacité à 3 points sur la saison régulière. Avec beaucoup quasiment tous les joueurs qui ont progressé à 3 points. Mais comme dit aussi, et pardon si je me répète pour certains qui ont écouté tous les podcasts, mais c'est vrai que pourcentage à 3 points n'est pas spacing. C'est-à-dire que on a affaire à beaucoup de shooters, mais qui ne sont pas des shooters qui ont un historique de shooters énorme, notamment, Chet Holmgren, Chet Holmgren, c'est un des ceux qui a été le plus respecté. Mais Lou Dort, 39% ou 40% cette saison, le shooter qui a le plus gros volume, mais il n'a pas été respecté du tout. Donc voilà. Et puis il y a plein de shooters un peu soit moyens, soit moyen mauvais, je ne sais pas, mais en gros, on peut sortir du lot Isaiah Joe et Chet Holmgren peut-être. Mais voilà, les autres, c'est un peu limité, quoi. Tout ce qui est Aaron Wiggins, tout ce qui est Lou Dort, justement, tout ce qui est Josh Giddey, évidemment. Bref. Et d'ailleurs, SGA et Jalen Williams, quand ils sont off-ball, c'est pas non plus une menace incroyable off-ball de catch and shoot. Donc voilà, c'est un peu toute l'histoire pour moi, c'est que oui, sur la saison régulière, on a de bons pourcentages, mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait un bon spacing et une respectabilité de shooters qui était énorme, parce que c'était des shooters qui ont un petit historique et en plus, pas des shooters à gros volume. Donc quand tu vas, c'est ce qu'on a vu un peu sur la série d'ailleurs, c'est que quand Dallas dit ok, pas de problème, Cassian Wallace, tu shootes bien cette saison, ou Lou Dort, tu shootes bien cette saison, vas-y, prends 6, 7, 8, 9, 10, 3 points dans le match. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables de les mettre, quoi. Parce que c'est pas des shooters naturels. Donc voilà, c'est le pari gagnant de la part de Dallas, c'est ce combo de à la fois switch all plus bouger l'espace à l'intérieur. Et ça va un peu ensemble parce que premièrement, le switch all donc a permis de pas concéder de décalage sur l'écran, et deuxièmement, la conséquence du switch, c'est que tu concèdes des 1 contre 1. Mais sauf que avec ce spacing non respecté, tu concédais pas vraiment des 1 contre 1. C'est un peu toute ça, toute la clé de cette stratégie, c'est que justement, tu switches sur l'écran et donc tu te retrouves avec un mec qui est tout seul face à SGA ou face à Jalen Williams ou face à n'importe qui. Ok, donc tu te dis, c'est un mismatch. Mais sauf que non, parce que derrière, il y a une aide au panier, et puis même avant d'arriver au panier, tu as des aides qui arrivent en tête de raquette. C'était ça, les schémas pour les décrire un peu, c'est-à-dire en tête de raquette, donc des fameux stunts, donc des mecs qui viennent un peu abandonner le shooter sur l'aile pour aider, pour se mettre dans l'espace, ou alors même déjà en pré-rotation dans le gap, ils se mettent avant même qu'il y ait un drive, ils se mettent déjà dans l'espace pour empêcher qu'il y ait un drive, justement. Donc ça, c'est en tête de raquette, et puis derrière, à la fin de la raquette, en fin de raquette, on a au panier une aide qui attendait, quoi. On avait un pivot, on avait d'ailleurs un pivot qui pouvait rester sur Josh Giddey et l'abandonner pour rester dans la raquette quasiment sous le panier, ou voilà, des trucs comme ça. Donc oui, le spacing a été un élément clé, parce que évidemment que c'est un choix de Dallas d'abandonner les shooters pour mieux protéger la raquette et pour empêcher les drives de OKC. Mais le problème, c'est que les shooters d'OKC n'ont eu ni la respectabilité pour empêcher ces aides, ni la capacité à punir ces aides.
C'est ça aussi, hein, le spacing. Hein. C'est pas que empêcher que l'aide se fasse, c'est aussi être capable de la punir, en fait. Et voilà, dans le spacing de Boston, par exemple, bon, ben, les mecs de Boston auraient, par exemple, beaucoup plus largement, à mon avis, puni ces rotations. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu la clé de la série, ça a été le spacing, le spacing et le switch all, évidemment. Et ne serait-ce que voilà, il y a un exemple qui est assez simple, qui recoupe un peu les deux, pardon, c'est le pick and roll. Parce que comme dit, l'attaque de Casey a arrêté toutes ces actions un peu complexes et s'est resserrée autour d'actions très simples et même d'enchaîner parfois 5, 10, 15, 20 possessions très simples de pick and roll, 1-5 pick and roll meneur pivot, alors pick and roll meneur et un tel pour créer le switch. Donc voilà. Et pareil, sur ce switch, certes, Dallas switch parce qu'il s'en fiche de savoir qui est sur le ballon, mais en fait, c'est un espèce de switch and stunt, si vous voulez. En gros, vous avez Derrick Jones Jr. sur SGA, qui est le défenseur principal. On fait venir un écran avec, je sais pas moi, Josh Green, par exemple. Bon, mais Josh Green, mobile, mais pas aussi grand, pas aussi long, donc pas un aussi bon match-up défensif pour SGA. Ok, ça switch sur l'écran, mais c'est pas comme si on courait pour sortir sur le shooter, en fait, sur le poseur d'écran. Si vous voulez, vous aviez Josh Green qui prenait SGA, mais pendant 2 secondes et demie, on avait Derrick Jones Jr. qui switchait, mais qui restait un peu dans les parages, quoi. Donc, pour empêcher que, au moment du switch, SGA ne puisse attaquer. Donc voilà, c'était un espèce de... Ça switchait, mais on faisait exprès de switcher un peu lentement, quoi. Je sais plus si j'avais détaillé ça en vidéo ou dans le dernier podcast. Donc voilà, c'est un élément qui illustre bien un peu ça. C'est-à-dire que, ok, on switch, mais en fait, on s'en fiche des 1 contre 1, parce que c'est pas vraiment des 1 contre 1. On a des aides qui viennent d'en haut, on a une aide qui vient au moment de l'écran, on a une aide qui vient sans doute au panier. Donc voilà, c'est tous les schémas de Dallas et de Jason Kidd qui ont très bien marché. C'est aussi pour ça que d'ailleurs Isaiah Joe aurait pu être l'élément clé, et il l'a été sur le match 5 notamment. On a vu pas mal de très très bonnes séquences, match 6 aussi, où ben voilà, il faut quelqu'un qui soit capable de battre ses stunts en tête de raquette. Parce que soit il va avoir la gravité pour empêcher des rotations et donc forcer le défenseur à rester sur l'aile plutôt qu'aller boucher l'espace en tête de raquette, et donc permettre à SGA de driver. Voilà, pouvoir driver, commencer son drive un peu librement pour ensuite aller dans la raquette. Ou alors, être capable de punir s'il y a une aide qui en est fait, et s'il y a un défenseur qui dézone et qui abandonne le shooter sur l'aile. Et donc, quand c'était en début de série, souvent, quand c'était du Lou Dort ou des mecs comme ça, ou Wiggins, même Josh Giddey parfois, ou voilà, des mecs comme ça, bon ben voilà, le joueur de Dallas, il abandonnait et il aidait. Il se mettait dans l'espace et il bouchait la tête de raquette. Alors que, match 5, surtout, hein, allez voir le décryptage si ça vous dit, décryptage vidéo, je veux dire. Mais voilà, on avait ce stunt beater, c'est-à-dire que ce mec qui est capable de battre le stunt, qui est capable de punir le stunt. Soit prendre le shoot, soit sinon, quand il y avait un close-out assez agressif, parce que comme c'est un bon shooter, on fait un close-out agressif sur lui, il attaquait en sortie de dribble, et puis ensuite, petit extra passe, et puis c'est fait, quoi. Donc voilà, c'est... Peut-être on en reparlera aussi, mais pour la suite de la construction de cet effectif, je pense que il va falloir ce genre de profil. Il va falloir ce genre de profil un peu shooter de beaucoup plus d'élite, parce que quand tu as une attaque qui tourne de par les drives de Jalen Williams et de SGA, ils peuvent pas être stoppés dès le début, quoi. Il faut des mecs dans les ailes, il faut des mecs dans le slot, comme on dit, dans cet espace du terrain, sur l'aile, pour battre les stunts ou alors pour les empêcher. Donc voilà, le profil qui a manqué, qui a été là sur la fin de série, mais peut-être pas assez. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'enchaîner sur un autre point, qui a été le minutage de Josh Giddey. Je sais que ça a beaucoup fait parler match 5 quand enfin Isaiah Joe a été titulaire. Bon, il se trouve que Josh Giddey n'a pas plus joué après ça qu'avant ça. Hein. J'ai oublié d'aller les voir, mais si je relève un peu le minutage précis, après le match 5, où il est plus titulaire, c'est 11 minutes et 10 minutes 30, match 5 et 6. Avant, c'était déjà 12 minutes, 13 minutes, 10 minutes, et le premier match en effet 16 minutes. Mais voilà, ça volait quand même pas haut. Et pourquoi est-ce que Josh Giddey n'a pas beaucoup joué, vous le savez, mais il y a un aspect de comme c'est un mauvais shooter, que c'est un non-shooter, le pivot de Dallas était forcément sur lui. Ce qui fait que ça anéantit déjà totalement la notion de spacing, mais ça anéantit même la valeur structurelle d'avoir Chet Holmgren sur le terrain. Pourquoi Chet Holmgren est à ce point fabuleux? C'est parce qu'il y a cette valeur structurelle de protecteur de panier qui, de l'autre côté, te permet d'être en 5 out. Voilà, c'est vraiment la force d'un profil qui a les deux, c'est-à-dire que c'est ton protecteur de panier, c'est ton big sur le terrain, ok, mais de l'autre côté, tu n'as pas le compromis c'est un big et donc tu n'as pas de spacing. C'est toute la valeur de Chet Holmgren. Or, dès qu'il y avait sur le terrain Josh Giddey,
ça venait un peu neutraliser cette force, la grande force de OKC, c'est-à-dire que le profil de Chet Holmgren ne servait plus autant. Parce qu'en fait, tu peux mettre Chet Holmgren si tu veux, tu peux le mettre sur l'aile pour essayer d'éloigner le pivot adverse, sauf que le pivot adverse n'était pas sur Chet Holmgren. Il était dans le corner sur Josh Giddey, ou alors il était proche de la raquette. Donc voilà, forcément, Josh Giddey, dans une série comme ça, où il n'est pas transcendant défensivement, évidemment, le passing, quand on a un plan de jeu offensif qui est très ciblé, cibler le match-up, cibler l'isolation, le mismatch et l'attaquer, voilà, t'as pas besoin du passing de Josh Giddey pour des post-up split ou voilà, son passing un peu qui va exploiter des systèmes un peu plus complexes. Vu que tu fais pas trop ce genre de système, t'as pas trop besoin de lui, plus le manque de shoot. Voilà, Josh Giddey, un peu le point clé, on en reparlera sans doute sur le bilan de la saison et voire perspective d'après. Mais voilà, c'est un peu tout le problème d'OKC, c'est que Dallas a été très bon en défense avec ce switch all, plus ce côté on respecte pas le spacing. Et puis, autre point aussi, peut-être le plus important, c'est qu'on a vu aussi peut-être les limites de OKC en termes de punir, c'est 1 contre 1. C'est-à-dire que on a eu en effet SGA qui a été fabuleux sur la série, mais même lui en fait. Même lui, on lui a coupé l'accès au panier. Alors, heureusement, il y avait le shot-making à mi-distance qui a été fabuleux, et donc il a mis tous ses pull-ups à 3 points. À 3 points, mais aussi à mi-distance, surtout, pardon. Il a mis tous ses petits pull-ups parce qu'il pouvait pas aller au panier. Donc, en un sens, il a réussi à punir relativement bien, mais premièrement, c'est pas des tirs qui sont aussi rentables, et puis deuxièmement, c'est pas des situations qui peuvent débloquer de la création de jeu, en fait. C'est de l'isolation où ok, tu mets ton pull-up, c'est très bien pour toi, mais déjà, c'est pas un tir qui est hyper rentable. En tout cas, moins qu'aller au panier, moins qu'un lay-up en moyenne sur des gros échantillons. Et puis surtout, en fait, quand tu vas au panier, quand tu vas jusqu'au panier, c'est là la force de KC, c'est que quand tu fais des drives qui vont jusqu'au panier, ça crée un chaos dans la défense, ça déclenche des rotations, etc., etc. Et donc, ça permet de ressortir. Et là, ça commence à s'enclenche ensuite des mécanismes de extra pass, drive and kick, etc. Et c'est là que tu libères des catch and shoot à 3 points, c'est là que tu libères des lay-up, etc., etc. Donc, le problème, c'est que HDA a pu punir dans le périmètre. Ok, mais déjà, ça n'a pas eu le même impact que des vrais 1 contre 1 où il peut punir en allant au panier pour scorer au panier ou alors pour créer du chaos au panier et ensuite ressortir, premièrement. Ensuite, Jalen Williams, qui est le lieutenant, qui n'a pas fait une grande série, pour le coup. Vraiment, je pense qu'on sera un peu tous d'accord que ça a un peu été la déception. Jalen Williams, on s'attendait à beaucoup mieux en termes de, ne serait-ce que sur cette punition de match-up, qui a été le plan de jeu sur tous les matchs de OKC. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est le fait que OKC n'avait pas cette arme, cette deuxième arme, on va dire, pour punir le switch. C'est-à-dire que comment est-ce que tu punis un switch ? Si tu as on va caricaturer, mais si tu fais un écran, un pick and roll, et que ça change sur l'écran, tu as quelqu'un qui change sur le meneur, mais tu as aussi quelqu'un qui change sur le poseur d'écran. Or, SGA a plutôt pas mal puni le mec qu'on lui a porté sur l'écran. Par contre, le poseur d'écran, et notamment Chet Holmgren, lui aussi, il avait un switch. Sauf que lui, il n'a pas réussi à le punir. Et en même temps, c'est pas sans jeu non plus. On a vu pas mal de situations de pick and pop où en effet OKC a essayé de développer des systèmes où ça faisait d'abord un écran puis un deuxième et ensuite ça, dans le flow du jeu, ça a enchaîné sur un pick and pop, des systèmes scriptés, je veux dire, et qui arrivaient à libérer des tirs pick and pop plutôt pas mal. Ok, mais on n'a pas cet aspect où Chet Holmgren n'est pas capable d'aller punir au poste bas, par exemple, un switch. Et poste bas, pas forcément poste bas, dos au panier pendant 30 secondes, mais juste aller prendre la position, j'ai le switch, j'ai un plus petit qui vient sur moi, je vais m'installer au poste bas, en tout cas proche du panier, je réclame la balle, et puis je score, quoi. Et c'est vrai que ça, finalement, ça a manqué. Ça a manqué, et c'est exactement ce sur quoi Jason Kidd a réussi à appuyer, et ce qu'il a mis en valeur, c'est cette unilatéralité, on va dire, de l'attaque d'OKC qui est capable de punir les switches dans le périmètre, mais pas au panier. Alors que c'est là aussi que tu peux le faire, quoi. Donc on a vu que OKC n'avait qu'une seule flèche à son arc. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu aller plus loin, ils n'ont pas pu punir au poste bas, ils n'ont pas pu punir de plein de manières différentes en fait. Parce que le switch, tu peux le punir aussi au poste bas, tu peux le punir sur le rebond offensif, tu peux le punir. Voilà, il y a plein de mismatchs qui se créent. Regardez Denver. Denver, le problème, c'est que le problème avec l'attaque de Denver, même s'ils ont été éliminés là, mais Denver sur le papier, en fait, tu ne peux pas switcher sur eux parce qu'ils peuvent te punir partout. Tu peux avoir Jamal Murray qui te punit, qui fait danser ton intérieur sur une isolation et un pull-up, mais tu as aussi et surtout plus bas. C'est-à-dire que sur post-up, si tu switches, Jokic te punit au poste bas. Ou alors, tu switches sur Aaron Gordon ou Michael Porter Jr., tu as un mismatch au rebond offensif, par exemple. Et ça, c'est vrai que l'attaque d'OKC, c'est ce qui leur manque.
On a vu que c'est précisément ce qui manque, c'est-à-dire que on a la capacité à punir dans le périmètre, mais pas plus. Donc peut-être aussi une piste à explorer pour la suite. D'ailleurs, je crois que j'ai vu tourner une stat, je suis pas sûr, je suis pas allé la vérifier, mais j'ai cru voir que Chet Holmgren n'avait eu qu'un seul post-up sur toute la série. Ce qui illustre bien aussi cet aspect-là, quoi. Alors après, comme dit, c'est pas non plus son profil, donc c'est pas non plus choquant, mais de facto, c'est ce qui a manqué. C'est sans doute ce qui a manqué. Est-ce qu'il aurait fallu insister un peu plus sur lui là-dessus? Je ne sais pas, sachant que voilà, sur post-up, ça peut aussi, tu peux déclencher des prises à deux, tu peux aussi embêter OKC sur post-up, mais peut-être ça aurait valu le coup d'insister là-dessus. Et puis oui, juste pour finir aussi, le shot making, on en a parlé, beaucoup de 3 points ouverts qu'ils n'ont pas réussi à rentrer. Mais non, mais sur le côté diversité, c'est vrai que même si Mark Daniel a réussi à trouver des solutions sur la fin de série, je restais un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim, globalement, sur l'ensemble de la série. Et je trouve qu'on n'a pas eu assez de manières différentes d'attaquer cette défense Dallas. D'attaquer le switch, d'attaquer le manque de spacing, et même c'est ce que je dis en preview, c'est que théoriquement, cette équipe d'OKC a beaucoup d'armes, beaucoup plus que les Clippers pour attaquer de manière différente. Des Luka Doncic, des Kyrie Irving, des mecs comme ça, tu peux les attaquer sur des ghost screens, des écrans un peu fantômes où c'est dynamique, on sait pas où il faut réagir vite. Tu peux les attaquer frontalement, un peu classique, mais aussi au post-up, voilà. Ou d'ailleurs aussi en tant que défenseur off-ball, si tu les isoles côté faible, et ils doivent choisir entre un shooter côté faible ou alors le mec qui couvrir le mec au panier, etc., etc. Voilà, ça on n'a pas eu. On n'a pas eu, et notamment tout ce qui est post-up de SGA cette fois, pas de Chet Holmgren, ça on a déjà dit que ça manquait, mais ne serait-ce qu'envoyer SGA au post-up, je trouve que ça n'a pas été beaucoup fait, même Jalen Williams aussi, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est aussi une capacité que le OKC, c'est de punir un peu sur cet aspect, et on n'a pas eu. Donc voilà, un peu dommage, et je trouve que Mark Daniel n'a pas fait une série catastrophique, mais peut-être pas une très bonne série non plus. Et puis, de l'autre côté, pour passer un peu à l'attaque de Dallas, c'est vrai que on a eu un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire un manque de spacing et pas forcément que des très bons shooters très respectés. La différence, c'est qu'il y a eu un aspect de shot-making évident, où on a eu pas mal de role-players qui ont mis leur shoot, notamment sur la fin de série, c'était Derrick Jones Jr. qui a mis beaucoup de 3 points ou même des pull-ups un peu compliqués, mais notamment donc les 3 points, et puis le début de série, c'était aussi PJ Washington. Et voilà, ça a aussi fait la différence, le simple fait de mettre les paniers, c'est quand même ça reste le but du basket et ça reste la fin du basket. Donc oui, sur le papier, Dallas n'avait pas beaucoup plus de respectabilité à 3 points, mais eux, ils les ont mis, les 3 points. Donc voilà. Ce qui fait aussi que, d'ailleurs, l'accès au panier a tout autant été bouché côté Dallas que côté OKC. C'est-à-dire que la défense de OKC a très bien bouché l'accès au cercle, comme Dallas l'a fait de l'autre côté du terrain. Mais le problème, c'est que le problème pour OKC, et ce qui a été bien pour Dallas, c'est que eux, ils ont réussi ensuite à tout de même développer un peu du jeu, à faire tourner, à mettre les tirs, mais aussi à libérer des tirs dans le corner. Notamment, c'est un peu une stat que je trouve assez dingue et qui recoupe un peu avec ce qu'on a vu en match. C'est-à-dire que Dallas a obtenu des tonnes de tirs à 3 points dans les corners. Donc, ok, il y a un aspect de on met nos tirs à 3 points alors qu'on n'est pas que des shooters d'élite, ok. Mais il y a aussi un autre aspect un peu plus important de OKC a concédé beaucoup de tirs à 3 points dans les corners. Donc, pour vous dire, notamment, le percentile, le rang de leur performance en termes de fréquence de tirs à 3 points dans les corners concédés, Dallas a été dans le 66e centile, donc mieux que 66% des équipes et des matchs NBA, 66e centile, et puis ensuite 99e centile, match 2, 92e centile, 99e centile, 100e centile et 98e centile. Donc, Dallas a fait une série où ils ont pris des tonnes et des tonnes et des tonnes de tirs à 3 points dans les corners. Donc forcément, certes, il n'y a pas que des très bons shooters à 3 points à Dallas, mais un tir à 3 points dans le corner, c'est déjà un peu plus facile. Et en plus, ils les ont mis. Donc voilà, une attaque de Dallas qui a réussi à passer outre cet aspect de le cercle est bouché, l'accès au cercle est fermé. On arrive tout de même à obtenir des bons tirs. Notamment donc des tirs à 3 points dans le corner. L'autre aspect que beaucoup de gens ont retenu, et à mon avis, et qu'il faut noter, je trouve, à raison, c'est l'aspect où Doncic a beaucoup galéré. Et ça, c'est pas que de son fait, je veux dire, c'est pas juste il a été nul, il y a aussi un adversaire en face. Et je pense que c'est là-dessus où finalement Lou Dort a été extrêmement précieux, parce que ça a permis, comme on l'avait expliqué, ça a permis à OKC de faire des drops, c'est-à-dire que Chet Holmgren a pu rester bas sur les écrans parce que en premier rideau, on avait quelqu'un qui arrivait
à gêner et à ralentir et à freiner avec à la fois la mobilité mais aussi la puissance qui réussissait à freiner donc Luka Doncic en sortie de l'écran, ce qui donc permettait à Chet Holmgren de rester bas, de protéger le panier et même d'empêcher la passe de lob dans le dos. Parce que quand tu restes bas, tu prives un peu Dallas de cette option qui est l'option favorite. Donc voilà, tout ça reposait aussi sur le fait que Lou Dort arrive à traverser l'écran et à revenir bien en position. Et je trouve qu'il a fait une excellentissime série. Hein. Donc oui, forcément, vous allez pouvoir sortir des highlights et des possessions où Luka Doncic score malgré tout. Oui, évidemment. Mais je trouve que cette bataille-là, pour le coup, elle a plutôt été gagnée par OKC. Hein. Dans l'ensemble, ce côté pick and roll, le pick and roll classique, Doncic plus un pivot, donc Doncic plus pivot versus Lou Dort plus Chet Holmgren. Au global, je pense que OKC a gagné un peu dans ce domaine-là. Et puis même, c'est aussi d'ailleurs pour ça que OKC a été tellement bon là-dessus que Dallas s'est mis un peu à développer des pick and roll avec d'autres personnes. Et notamment, donc, vu que ce pick and roll ne fonctionne pas forcément, on va développer des pick and roll avec d'autres, avec notamment des plus petits. Donc des pick and roll entre petits pour cibler soit Isaiah Joe qui a été pas mal ciblé, évidemment. Dès qu'on pouvait aussi, dès que ce n'était plus Chet Holmgren mais Jalen Williams, évidemment, on va le cibler puisque Jalen Williams est beaucoup plus fragile et friable défensivement que Chet Holmgren, hein, évidemment. Donc voilà, on ciblait aussi Jalen Williams dès qu'on pouvait. Mais donc aussi et surtout les pick and roll entre petits avec Isaiah Joe, avec SGA aussi, qu'on a aussi beaucoup tenté d'impliquer là-dessus, parce que en fait la stratégie elle est simple. OKC avec ces petits ne peuvent pas switcher. Pour le coup, Dallas, eux, de l'autre côté, en défense, ils ont absolument tout switché sans se poser de questions, mais parce que aussi, voilà, il n'y a que Irving, il n'y a que Kyrie qui est un peu petit, mais les autres, voilà, Luka Doncic, c'est pas un bon défenseur peut-être, mais au moins il est grand, il est viable en défense, et en plus, il s'est pas mal donné. Donc voilà. Mais de l'autre côté, tu peux pas switcher, parce que SGA et notamment Isaiah Joe, et même d'autres, même Josh Giddey, en fait, eux, ils sont friables sur l'un contre un. Donc je pense que la différence se fait là aussi. OKC n'a pas pu faire un switch-all absolu, ce qui fait que, voilà, forcément, quand tu impliques soit SGA, soit Isaiah Joe, et même d'ailleurs aussi Jalen Williams, tu te retrouves sur des situations où, de facto, tu es obligé de faire un peu un 2 contre 1 sur le ballon. Voilà. Quand tu impliques, notamment prenons Isaiah Joe, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas faire un switch parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Dès que Luka Doncic il obtient un switch, Isaiah Joe, il peut juste ressortir, pull-up à 3 points par-dessus la tête. Et puis il fait partir le tir comme il veut, il n'y a pas de contestation assez efficace. Ou alors, même on a vu des fois où il avait le switch, il pouvait aller au panier, enfoncer rapidement et facilement jusqu'au panier sans contestation. Donc voilà. Donc, OKC ne pouvait pas switcher, donc il s'était obligé de faire soit un hard edge, donc je monte haut, je perturbe le porteur de balle avant de revenir sur mon attaquant, ou alors simplement des trappes, des prises à deux un peu momentanées, et derrière on essaie de compenser. Mais sauf que, voilà, prise à deux sur Luka Doncic, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, on a vu même match 5, même pas que avec des gros, on a même vu au bout d'un moment, OKC s'est ajusté avec Chet Holmgren également. Chet a fini par faire des prises à deux en fin du match 5. Bon, voilà, on voit que Luka Doncic, il a la solution facile face à ces 2 contre 1 sur le ballon. Parce que 2 contre 1 sur le ballon, lui, il a la taille et le passing pour passer par-dessus facilement. Ensuite, Dallas, eux, ils ont les intérieurs, soit des intérieurs qui ont le passing sur short roll, soit quand tu fais des pick and roll avec des petits, des extérieurs qui ont aussi le passing en mouvement après avoir posé l'écran. Voilà. Et puis surtout, 2 sur le ballon, ça veut dire surnombre ailleurs. Si Doncic il a un 1 contre 2 sur le ballon au moment de l'écran, ça veut dire que Dallas, le reste du terrain, ils sont en 4 contre 3. Donc, en plus, Derek Lively ou Derek Jones Jr. ou n'importe qui posait son écran et recevait la balle, il était capable de faire la passe. Bon, voilà, t'as un décalage qui est offert, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça. C'est la bataille de cette série, c'est aussi jouer là. C'est-à-dire qu'en attaque, OKC n'a pas pu et n'avait pas toutes les armes pour punir des 1 contre 1, premièrement. Et puis surtout, de l'autre côté, la différence, c'est que Dallas a pu switcher absolument tous les écrans, alors que OKC en défense ne pouvait pas switcher sur tous les écrans. Et même switcher plus apporter des aides en tête de raquette ou des aides dans la raquette et au panier, même ça, il pouvait pas en fait. Parce que Kyrie et parce que Luka Doncic surtout, tu peux pas switcher et mettre un SGA ou mettre un Josh Giddey ou mettre un Isaiah Joe sur Luka Doncic. Pour moi, c'est la différence fondamentale. Ce qui fait que forcément, tu peux pas switcher, donc forcément, tu fais des 2 contre 1, donc forcément, ça libère des espaces et des décalages, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que
Voilà, l'accès au panier a été bloqué parce que derrière le 2 contre 1, il y avait une rotation dans la raquette qui était prête à compenser, hein, évidemment, pour couvrir le rôle du pick and roll, ok. Mais donc, si tu ressors et que tu fais tourner extra passe, ben c'est là que tu trouves les fameux corners à 3 points. Les fameux tirs à 3 points dans le corner. La stat qu'on a évoquée tout à l'heure, ils en ont pris des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà, ça part aussi de là, c'est que soit tu switches et tu te fais punir sur le switch, soit tu ne switches pas et ensuite Dallas est capable de passer par-dessus et d'exploiter le décalage. Donc, premièrement. Deuxièmement, le shotmaking, on en a déjà parlé. Shotmaking des stars, mais surtout shotmaking à 3 points des role-players. Mais bon, ça, c'est pas très marrant tactiquement à décrire. Hein. C'est juste, des mecs qui ont mis des tirs. Ok, PJ Washington et Derrick Jones Jr. notamment. Mais l'autre point tactique de cette série, le dernier, on va finir par ça, mais c'était le rebond offensif. Et c'était un point qu'on avait un peu souligné en preview, souvenez-vous, dans le sens où on disait, sur les stats de saison régulière, Dallas, c'est pas forcément une attaque d'élite au rebond offensif. Ok. Mais sauf que, premièrement, ils ont les armes, ils peuvent totalement le faire avec certains mecs, mais surtout avec une stratégie globale. Et deuxièmement, surtout que OKC n'est pas bon dans l'exercice. OKC, eux, c'est plutôt, d'ailleurs au niveau des stats, 29e sur 30 pour protéger le rebond défensif. Et donc pour empêcher les rebonds offensifs adverses. Donc, quand tu as à ce point une défense qui est friable au rebond, la stratégie, et la bonne stratégie de Jason Kidd, ça a été de dire, ok, ils sont pas bons, on va attaquer à 2, 3, 4 joueurs, le rebond offensif à chaque possession. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, on a eu des tonnes et des tonnes de deuxième opportunité sur rebond offensif. Et pour vous dire exactement le rang de leur performance, encore une fois, 79e centile, match 1, donc mieux que 79% des matchs NBA en termes de rebond offensif sur ce match-là. 63e centile, un peu plus moyen, mais ensuite 84e centile, 73e centile, 41e centile, match 5, donc c'est la seule fois où ils ont été un peu en dessous de la moyenne. Et puis match 6, 93e centile. Donc voilà, la faiblesse d'OKC sur ce rebond, elle s'est vue et elle a été exploitée par Jason Kidd. Donc vraiment, j'insiste, pour le coup, d'ailleurs j'ai pas parlé, mais j'en ai pas trop parlé, mais je trouve qu'en termes de diversité offensive, Jason Kidd a été meilleur que Mark Daigneault, alors que avant la série, j'aurais dit l'inverse, mais finalement, qui a réussi le plus à apporter un peu de diversité, des sets différents, des systèmes différents, des manières d'attaquer différentes, ça a été plutôt Jason Kidd que Daigneault, qui lui est resté sur le même plan de jeu assez basique, on va attaquer le mismatch et le pick and roll, alors que Jason Kidd, lui, il a sorti des systèmes en stagger, il a sorti des zoom action, il a sorti des post-up, il a sorti un peu tout, finalement. Donc, en attaque, Jason Kidd a un peu gagné ce match-up, pour moi, le duel de coach. Et puis donc, même au-delà de cet aspect de diversité tactique, il y a aussi le fait que Kidd, il a appuyé là où ça fait mal. Donc, notamment, le rebond offensif, qui a vraiment, pour moi, été un point clé de cette série. On pouvait l'espérer, c'était un point de bascule qu'on avait évoqué en preview, et qui effectivement a basculé côté Dallas. Donc voilà, pour résumer un peu cette série, on va dire spacing, OKC, pas capable de punir les 1 contre 1, notamment autre que le pull-up à mi-distance ou dans le périmètre. OKC, peut-être pas tout le temps assez de création de turnover et de transition. Pour le coup, je pense que Dallas a un peu gagné sur cet aspect de l'aspect un peu, l'aspect particulier, c'est-à-dire que Dallas, avec ses rebonds offensifs, ils en ont fait plus et beaucoup mieux que la transition, qui était le penchant de l'autre côté pour OKC. Voilà, Dallas a gagné avec ses rebonds offensifs et on a fait plus et mieux que la transition de OKC. Le switch de Dallas qui a été très fort, le manque de spacing et le on respecte pas les shooters, le manque de diversité tactique un peu et offensive un peu de la part d'OKC, la diversité tactique qu'on a vue plutôt côté Dallas, l'aspect de corner à 3 points et de extra pass et de faire tourner la balle côté Dallas, l'aspect aussi où OKC ne pouvait pas switcher sur Dallas alors que Dallas pouvait tout switcher sans se poser de questions, et puis aussi donc le rebond offensif et le shotmaking des role-players. Voilà pour cette série on n'est pas passé loin d'un match 7, ça aurait été sympa à voir, malheureusement pour OKC. Mais voilà pour cette série qui aurait été, je trouve, une des meilleures de ces playoffs 2024. Bon,
Bilan de la saison à présent, après le bilan de cette série contre Dallas. Bon, vous le savez, bilan rapide, puisque comme tous les étés, vous savez qu'on fait un bilan à froid, et un peu plus en longueur, un peu plus en détail sur la saison de chaque équipe NBA. Mais rapidement, j'avais quand même 2-3 points que je voulais aborder aujourd'hui. Le premier, c'est que on a mine de rien, bon, au-delà de l'explosion un peu venue de nulle part, hein, le côté jeune, etc., mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que c'était une équipe d'élite. Alors, pas complète, en termes de... Voilà, on a bien vu qu'ils n'avaient pas réponse à tout, hein, notamment, même si ça s'est pas non plus joué à grand-chose, mais ils n'avaient pas réponse à tout, notamment puis les 1 contre 1 ou ce genre de choses qu'on a développé, le spacing, etc. Donc pas parfaite comme équipe, mais tout de même une équipe d'élite. Vraiment. D'ailleurs, notamment en termes de net rating, donc le différentiel attaque-défense, comment est-ce qu'on mesure, est-ce qu'une équipe est bonne ou pas, hein, donc différentiel attaque-défense par 100 possessions, ils étaient 2e de NBA, derrière Boston, et c'est également avec Boston la seule équipe de NBA qui était à la fois top 4 en attaque et en défense, puisque 3e attaque et 4e défense de NBA en 2024. Donc voilà, je pense que c'est important de le noter et de souligner à quel point, oui, on avait affaire à une équipe d'élite, qui encore une fois, élite ne veut pas dire parfait, tomber sur le mauvais match-up, ça n'a pas marché, mais tout de même une équipe qui est extrêmement bonne, et j'insiste aussi là-dessus, parce que je sais que pas mal de monde, là, avec l'élimination, est un peu en mode « Oh, super saison, bravo, on reviendra plus fort, etc. » Bon, au-delà du on reviendra plus fort, on n'est jamais sûr, hein, parce que voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais c'est aussi, moi je trouve qu'il y a un peu un côté injuste avec eux, de dire en gros, oh bah c'est pas mal pour vous quoi. Pour une équipe de jeunes, hein, c'est pas mal déjà ce que vous avez fait. Et je trouve ça assez injuste parce que déjà c'est le genre de réflexion qu'on ne ferait pas avec une autre équipe de niveau similaire mais plus vieille déjà. Et puis je trouve que c'est condescendant, je sais pas, mais je trouve ça pas totalement juste par rapport à eux et par rapport à leur niveau, parce que oui, vraiment, on avait vraiment affaire à une excellentissime équipe NBA, et pas juste une équipe de jeunes qui a gagné pas mal de matchs et qui est voilà, un peu parfois surchauffe sur certaines parties de saison ou etc. Non. Je trouve que ramener ça à l'âge, c'est toujours un peu réducteur, que ce soit l'âge dans la victoire ou dans la défaite, parce que là, il y a aussi un côté où c'est juste qu'ils étaient pas prêts, ils étaient encore un peu verts, ils étaient pas assez matures. Là-dessus, je trouve que c'est injuste de dire ça, parce que c'est les mêmes qui ont perdu, c'est ceux aussi qui ont gagné les matchs dans la série, c'est ceux qui ont fait que l'équipe était première de la saison régulière, qui ont fait que donc 2e net rating de toute la NBA, qui ont fait d'ailleurs même au sein des matchs les runs de 20 ou 30 points là. Enfin bref, c'est les mêmes joueurs quoi. Et comme dit aussi, c'est pas du tout pour des raisons de jeunesse, c'est des raisons tactiques qui sont derrière l'échec. Donc je trouve ça toujours un peu dommage, ce biais qu'on a de ramener ça à l'âge et à la jeunesse, ce biais de jeunesse, parce que c'est pas le cas, quoi. Oui, c'était une équipe d'élite, et oui, il y a des vraies raisons un peu tactiques derrière cet échec, qu'on a développé pendant pas mal de temps, là, en première partie du podcast. Mais c'est pas une question d'inexpérience, c'est pas une question de, ah bah tiens, lui, il était trop timide. Non. Le manque de spacing, le manque de jeu de post-up, le manque de... non, ça, c'est des raisons tactiques, quoi, c'est pas de l'âge. Et surtout, là où ça m'énerve d'autant plus, 2e point, c'est que avec ce côté jeunesse, et ce côté, c'est déjà bien pour vous, hein, vous les jeunes, quoi, vous êtes allés vous êtes allés loin, c'est qu'on oublie un peu l'aspect upset. Parce que mine de rien, OKC pour moi était la meilleure équipe. Enfin, meilleure équipe. Non, sur le terrain et concrètement, dans cet affrontement, non. Mais c'est peut-être la meilleure équipe un peu avant la série, on va dire, et sur l'intégralité de la saison. Donc, faut pas non plus qu'on oublie un peu ce côté upset, et surtout, je pense qu'il faut pas que ça cache non plus à quel point est-ce que pour moi le front office s'est peut-être un peu planté sur cette saison. Parce que voilà, quand on évoque un peu cet aspect jeunesse et ils reviendront l'an prochain avec 1 an de plus ou 2 ans de plus dans 2 ans, etc. Ils seront plus vieux, plus matures, et là ils y arriveront. Non, je pense que faut pas occulter le fait que pour moi le front office est un peu planté, dans le sens où, je l'ai un peu tweeté, hein, donc vous avez peut-être déjà vu passer le tweet, excusez-moi si je me répète du coup, mais il y a un peu cet aspect pour moi où on avait affaire à une vraie équipe d'élite et que le front office n'a pas tout fait pour optimiser cette chance-là. C'est un peu ce que je trouve dommage, parce que quand tu as une vraie chance de titre comme là, c'était possible avec OKC, pour moi, tu dois tout faire pour à chaque fois l'optimiser. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que pour moi, c'était pas juste une petite équipe de jeunes un peu sympathique qui passe un tour de play-off et puis voilà quoi. Non. Ce OKC, et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect équipe d'élite, pour moi, ce OKC était une vraie équipe d'élite qui avait de vraies chances d'aller très très loin en play-off.
Et donc c'est pour ça que cet aspect jeunesse, il faut pas qu'on se cache derrière et dire bon ben voilà, c'est juste que ils étaient inexpérimentés et donc c'est ça qui explique la défaite. Non. Pour moi, il y avait une vraie chance et il faut pas que ça occulte le fait que le front office s'est un peu planté à ne pas complètement optimiser et renforcer cette équipe d'OKC. Et je pense notamment à durant la saison. Et je sais que quand je dis ça aujourd'hui, notamment le fait que voilà, le trade de Hayward qui a été un échec total, et pas que Hayward, hein, pas que le trade qu'ils ont fait, mais les trades qu'ils n'ont pas fait aussi, pour moi c'est un énorme échec. Ça peut totalement paraître de réaction a posteriori, ils ont perdu donc il faut qu'on rationalise et qu'on cherche une raison. Pour le coup, je pense que je peux un peu me défendre de ça parce que je l'ai évoqué en avril quand on a fait avec Alex de Trash Talk, on a fait nos trophées du Basket Lab de fin de saison. Et dans les trophées du Basket Lab, on a meilleur et pire trade de la saison, ou alors les trades qui auraient dû se faire. Et dans les deux catégories, le pire trade de la saison, j'avais mis Gordon Hayward. Et dans les trades qui auraient dû se faire, j'ai mis OKC et tous les trades qui ne l'ont pas fait. Parce que oui, pour moi, il y a une vraie occasion manquée ici. C'est-à-dire que tu as une vraie équipe d'élite, je répète encore et encore, mais qui a aussi des imperfections, et qui avait aussi des manques de profondeur, des manques de spacing, des manques de polyvalence peut-être, polyvalence offensive, et qui en effet, ils sont allés chercher le bon profil, mais avec un mec qui a 3, 4, 5 ans de trop, et qui est surtout trop blessé en plus. Parce que, oui, sur le profil théorique, Hayward, c'est exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire un ailier polyvalent, qui peut shooter, qui peut driver, qui peut attaquer les close-out, qui peut créer un peu, qui a du passing en mouvement, qui a de la défense aussi, défense intelligente, à défaut de élite sur le ballon, mais un peu intelligent off-ball, etc., etc. C'est le profil parfait, c'est juste que c'est pas le bon joueur. C'est juste que voilà, il commence à être vieux, et en plus avec les blessures surtout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. D'ailleurs, on a vu qu'il n'a pas du tout joué, je crois, sur la fin de série, sur les 2 derniers matchs. Il n'a pas du tout joué. Donc, pour moi, je comprends hein, qu'on fasse ce procès de oui, mais là, c'est facile à dire a posteriori. Bon, allez écouter le podcast qu'on a fait en avril. Je l'évoque déjà et on l'a évoqué depuis longtemps. Pour moi, c'est un peu une vraie déception parce qu'en fait, surtout, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est pas que OKC n'a pas inventé un truc sorti de nulle part. C'est qu'en fait, OKC, avec leur équipe d'élite qui était imparfaite mais qu'ils auraient pu améliorer, ils ne l'ont pas améliorée et surtout, ils ont grillé une cartouche pour rien. Et quelle est cette cartouche ? C'était le contrat de Davis Bertans. Voilà. L'été dernier, ils avaient récupéré le contrat de Davis Bertans, qu'ils avaient récupéré sur un salary dump, hein, clairement. Et donc voilà, Bertans, c'était 17 millions l'année. Il a commencé l'année à OKC. C'est, en termes de contrat, c'est quelqu'un qui avait un contrat de taille moyenne, de taille assez importante, c'est pas un contrat minimum. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui, avec ce contrat-là, dans le jeu des trades où tu es un peu obligé d'envoyer quelque chose pour absorber quelque chose de taille à peu près égale, dans le jeu des trades, Bertans, c'était le contrat parfait. Tu mettais ce contrat-là à 17 millions plus des pics, tu pouvais aller chercher un top joueur. Enfin, en tout cas, un joueur qui est payé a priori autour des 17 millions l'année, et donc a priori, un joueur qui est de bon niveau. Quand tu es payé 17 millions l'année, à part exception, voilà, c'était un peu l'idée, c'est qu'il y avait moyen d'aller chercher une superbe pièce à rajouter en plus à cet effectif, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et pire, ça a été fait, ils ont grillé cette cartouche sur Hayward, et je regrette un peu, parce que, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sur Hayward ? Parce que ça coûte pas cher. Donc, c'est là-dessus où moi je suis un peu énervé, et je suis très frustré qu'OKC n'ait rien fait. Parce que, comme dit, certains vont peut-être se cacher derrière l'idée de, ils ont perdu parce qu'ils ont jeunes, ou alors, non mais on a le temps. Et oui, peut-être que tu auras le temps, mais en fait, tu as tellement d'atouts en termes de tour de draft, et donc là, en plus, le contrat de Bertans, que tu avais les moyens de te renforcer à court terme, sans forcément griller ton futur. C'est ça aussi, en fait, pour moi, le point central, c'est que c'est pas comme si, t'avais une carte à jouer, tu la jouais maintenant, et ensuite c'était fini pour après, et donc tu as préféré la garder pour après. Non. Tu as une quantité d'assets futurs qui est astronomique en termes de tour de draft, notamment, et donc tu aurais largement pu avoir un bien meilleur atout cette année et garder tout de même plein d'atouts pour le futur. Donc, c'est là-dessus où je regrette beaucoup l'immobilisme de cette saison, que je peux comprendre, mais je suis pas du tout d'accord avec celui-ci, en fait. Parce qu'encore une fois, pour moi, OKC, c'était pas juste une équipe un peu sympa. C'était une très très belle équipe qui avait une vraie chance et qui aurait eu une encore meilleure chance avec peut-être 1 ou 2 atouts en plus que tu aurais pu obtenir par trade. Vraiment. Donc c'est là-dessus où je suis très frustré parce qu'ils sont allés chercher Hayward. Pourquoi ? Parce que voilà, location pour 6 mois, Hayward fin de contrat.
Donc effectivement, il n'a pas coûté cher du tout. Mais c'est un échec pour moi. C'est un échec total parce que tu avais une cartouche à utiliser et tu l'as grillé sur un joueur qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué quand ça a compté, en fait. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, comme dit, cette équipe d'OKC, pour moi, elle était pas loin. Elle était déjà élite, mais elle était pas loin d'être à ce point forte. Surtout que, d'ailleurs, on a vu toute la saison, il y a des, même pour monter jusqu'au mois de décembre, janvier, il y a des OG Anunoby qui se sont fait échanger. Pascal Siakam, Bruce Brown ensuite est devenu disponible, qui ne sont pas allés chercher. Royce O'Neal, on a vu qu'il était disponible côté Brooklyn. Dorian Finney-Smith aussi. Pourquoi pas un Michael Bridges, même si, bon, une situation un peu compliquée, mais et même sans aller sur ce genre de gros noms. Et d'ailleurs, on peut rajouter Mark Cannon aussi dans les gros noms qui ne sont pas allés chercher. Mais tu aurais même pu transformer les 17 de Bertans en au moins deux contrats un peu plus de taille un peu plus petite, mais au moins rajouter de la profondeur, rajouter du spacing. Je n'ai même pas évoqué, mais Buddy Hield aussi, par exemple. On a vu qu'il n'a pas été lâché pour tant que ça, Buddy Hield. Bref. Donc vraiment, pour moi, c'est une vraie déception. Et c'est un peu le point central de cette saison, c'est que l'équipe était très bonne. Et sans doute que beaucoup de monde va dire non, mais il faut patienter, ils sont encore jeunes. Et c'est vrai. Mais en fait, rien ne t'empêchait de faire les deux. Rien ne t'empêchait de faire le méga coup où tu balances 5 ou 6 tours de draft sur une star cet été, là, 2024, mais que tu aurais déjà pu te renforcer pour cette saison 2024 en février 2023. En décembre 2023 ou alors en janvier-février 2024. J'espère que je suis clair, mais voilà, pour moi, l'argument ne tient pas parce que, premièrement, tu avais les atouts pour faire les deux. Et puis, deuxièmement, comme dit, quand tu as une vraie chance d'aller au bout et d'aller très loin, pour moi, tu dois la saisir. Et tu dois pas te cacher derrière, bon, mais c'est que l'année 1, etc., etc. Donc, c'est un peu. Pour moi, la suite, c'est une déception. Et c'est aussi là-dessus où on retombe, a priori, sur le côté tactique. Parce que, oui, Marc Daniel, t'as pas fait une série fantastique. Il a trouvé mine de rien, des solutions en fin de série. Mais bon, comme j'ai tweeté, la tactique, c'est pas de la magie, quoi. Quand t'as un effectif où t'as que des shooters un peu moyens qui ne sont pas capables de punir, à quel point est-ce que c'est une surprise si sur cette série, quand tu fais shooter des Casey Wallace, tu fais shooter des Lou Dort, etc., à quel point c'est une surprise de te retrouver entre 25 et 33% à 3 points, quoi. Bah, c'est pas de chance. C'est pas non plus probable, mais c'était pas non plus improbable. C'est pas choquant non plus, quoi. Donc voilà, imagine t'avais pu rajouter, et sans même aller sur OG Anunoby, en plus, je pense qu'un mec comme OG Anunoby, comme Siakam, ils auraient pu largement avoir les atouts pour faire mieux. Mark Cannon, évidemment, mais même pour aller juste sur Royce O'Neal, il y avait largement moyen de l'avoir. Bruce Brown aussi. Bruce Brown, je pense qu'il était dispo, même si, bon, Toronto est toujours un peu particulier. Toronto, parce qu'ils aiment bien avoir beaucoup d'atouts, mais voilà, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, et on est un peu resté dans cet immobilisme. Et c'est dommage. Pour moi, c'est un peu le point principal de la saison, c'est qu'on aurait pu faire beaucoup mieux et qu'on ne l'a pas fait, et que c'est dommage. Donc vraiment, c'est ce que je disais avant le playoff, et on peut pas me faire ce procès-là, mais vraiment déçu par cet aspect de Bertans et la cartouche contrat de Bertans qui a été mal utilisé en fait. Et de Hayward Hayward sur le papier c'est bien, mais le Hayward de 2017, ah oui c'est génial. Le Hayward de Utah, dans son prime, c'est exactement, ça rentre pile dans la philosophie de cette équipe. Mais sauf que là, ça marche pas, quoi. Là, ça marche pas, et t'étais obligé un peu de choisir entre est-ce que je joue avec Aaron Wiggins ou est-ce que je joue avec Josh Giddey. Bon, mais c'est quand même tout de suite un peu plus compliqué, quoi. Alors que si t'es allé chercher à quelqu'un d'autre un poisson un peu plus gros, pas forcément un gros poisson, mais un poisson un peu plus gros du côté de la trade deadline, un autre 3&D, un ou deux, ou un spécialiste du shoot, ou voilà, ce genre de profil, bah, ça aurait changé pas mal de choses, à mon avis. Donc ça, c'est un peu dommage. D'ailleurs, pourquoi pas un PJ Washington ? Ils ont été dans le trade pour faciliter un PJ Washington. Pourquoi pas ? Ou alors, pareil, Gafford. On savait qu'il était dispo, Daniel Gafford. On le savait. D'ailleurs, Dallas est allé le chercher. Je dis pas forcément être titulaire à la place de Jet Holmgren, évidemment pas, ou voilà, mais juste rajouter un peu de rotation avec un Gafford. Pourquoi pas ? J'ai dit non un peu au hasard comme ça, mais comme tous les ans, il y en a pas mal d'opportunités. Et ils les ont juste pas fait. Et c'est un peu dommage. Après, je sais que, voilà, comme certains disent, il faut être deux pour faire un trade, évidemment. Et si ça se trouve, ils ont essayé, mais qu'ils aient essayé ou pas, on est de facto devant ce constat de c'est un échec. C'est un échec. Même si en face, ils n'ont pas eu les opportunités, ok, peut-être, et que personne leur a dit oui. Bon, déjà, j'y crois moyen. Et puis, même si c'est le cas, c'est un échec de ne pas être arrivé à renforcer cet effectif, alors qu'on a vu que certaines équipes, elles ont agi tôt, et elles sont récompensées.
Les Pacers sont en finale de conférence, ils ont fait le move un peu all-in de Siakam. Les Knicks, ils se sont fait battre, mais ils auraient dû être en finale NBA, eux, que cette année, je pense. Mais ils ont été blessés. Voilà, Anunoby, ça a été un all-in et un choix risqué, mais payant. Dallas aussi, évidemment. Dallas, ils ont fait des trades et ils ont été récompensés. Donc voilà, c'est un peu dommage là-dessus, et je voulais un peu insister là-dessus, parce que c'est la grosse déception de mon côté. Je pense que parmi les satisfactions, bon, SGA, qui est un niveau All-NBA First Team, ça, effectivement, on en parlera plus en longueur, mais c'est aussi la grosse satisfaction de la saison. Jalen Williams aussi, énorme satisfaction, qui est en train d'exploser dans un rôle assez énorme, et qui, je pense que on n'est pas loin d'être un top 30 NBA. On verra quand on fera notre top 100 l'été prochain, mais je pense qu'on est vraiment à ce niveau-là, à ce point prometteur, mais déjà à ce point très bon, alors que évidemment c'était pas le cas l'an dernier. Parmi les satisfactions, évidemment, Chet Holmgren, bien sûr, on détaillera encore une fois, on l'a déjà fait un peu plus tôt dans la saison, mais on redétaillera, mais oui, le fait qu'on a un rookie qui arrive et qui est directement, alors je dirais pas forcément niveau all defense, mais peut-être pas loin, et puis surtout ce côté donc défense ultra polyvalente, protection de panier et donc spacing. C'est assez dingue. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il commence l'année où on se pose la question qui va être le rookie de l'année, parce que c'est quand même vachement serré. Donc oui, quand tu vas directement quelqu'un qui pareil, qui pour moi est déjà top 50 NBA, bah oui, énorme satisfaction. Il vient un peu combler pas mal de manques de OKC de l'an dernier et donc de cette année. Également les satisfactions, tout ce qui est Cason Wallace aussi, rookie qui est un contributeur de playoff, on a vu. Isaiah Joe qui continue à se développer. Wiggins aussi. Aaron Wiggins qui est celui qui a le plus gagné sa place, je pense, entre l'an dernier et cette année. Jalen Williams aussi, toujours pas mal. Bref, donc on a quand même pas mal de bonnes satisfactions. Je pense que la déception, peut-être, et même sans doute, c'est Josh Giddey. Ce qui va un peu nous permettre de faire le pont vers le troisième partie de ce podcast, qui est projection vers l'intersaison. C'est Josh Giddey, donc, qui est une déception, parce que déjà, il a perdu un peu sa place en termes de rotation et d'importance dans l'équipe. L'an dernier, il était clairement plus de 31 minutes par match, gros statut, gros rôle de créateur secondaire. Là, cette année, c'est un temps de jeu déjà beaucoup plus irrégulier. On a vu les déceptions de playoff, mais même avant, même en série régulière, il était à 25 minutes par match plutôt que 31. Moins de ballons. Le scoring, on voit que ça bloque. Le passing est toujours là, évidemment, mais le scoring bloque. Le côté défensif, où moi, j'avoue que oui, il n'a pas une vitesse latérale énorme, mais il a une très bonne taille, et donc ce qui fait que ça peut faire de bonnes choses. Le côté taille plus intelligence de jeu, on peut miser sur un côté défensif viable de par cette taille, et puis le playmaking défensif. Bon, pour l'instant, on n'a pas ça du tout. Je pense qu'on est clairement sur un négatif défensivement, même si, comme dit, moi je pense que il y a un défenseur correct, voire même positif, un peu positif, quelque part chez lui, mais pour l'instant on l'a pas trop. Donc voilà, pour moi c'est un peu la déception, et donc on en arrive au bilan, projection pour l'intersaison. Est-ce que Josh Giddey, ce n'est pas le cas à régler? J'ai parlé un peu de la cartouche, le contrat de Bertans. Une des seules autres cartouches, possibilité de trade cette saison, c'était Josh Giddey, justement, qui est encore de son contrat rookie, mais comme il a été drafté très tôt, il était à quoi? Il est à entre 6 et 8 millions encore, donc voilà, ça aurait pu être échangé ça aussi plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait avec Josh Giddey? Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on le remplace et on s'assoit un peu sur le côté son passing de génie plus un profil qui est atypique mais qui a de grandes forces? Est-ce qu'on s'assoit pas un peu sur ses forces pour avoir un joueur avec moins de compromis et moins de faiblesses, peut-être? Sans doute, probablement. Après, c'est vrai que la complication qu'il y a avec le cas de Josh Giddey, c'est qu'on arrive bientôt en fin de contrat, puisqu'elle a été draftée 2021, donc il va arriver en fin de contrat en 2025, 4 ans de contrat au rookie, drafté au premier tour. Il peut, dès cet été 2024, en anticiper, signer une prolongation, qui ne prendra effet que l'été prochain. Donc là, on a un moment charnière. C'est un moment charnière parce que soit on le prolonge maintenant, cet été ou l'été prochain, ou soit on l'échange maintenant, en fait. Mais là, on arrive un peu à une croisée des chemins, sachant aussi que, d'autant plus, je rajoute, forcément, sa cote sportive, elle est au plus bas maintenant.
alors que peut-être qu'il y a quelques mois, elle aurait été assez haute. Hein. Comme dit, il sortait d'une saison 2023 où il était titulaire d'une bonne équipe d'OKC qui avait fait le play-in, qui était compétitive. Puis voilà, il avait ce passing génial et on n'avait pas encore vu que dans des contextes plus compétitifs, les faiblesses ressortaient autant. Donc là, c'est le cas. Donc c'est un peu toute la question pour moi. C'est est-ce que tu le prolonges pour pas le perdre pour rien, pour ensuite plus tard, d'ici du moyen terme, pouvoir le rééchanger contre d'autres assets, en misant un peu sur le fait que tu vas arriver à le relancer, mine de rien. Est-ce que tu l'échanges maintenant, mais sa cote semble être au plus bas. Est-ce que tu le laisses partir, tu le prolonges pas forcément et que voilà, ça se trouve l'été prochain, si tu le prolonges pas de manière anticipée, quelqu'un va mettre un chèque sur la table et ce sera peut-être un peu trop pour toi pour s'aligner dessus. Ça te fera peut-être trop cher pour s'aligner dessus. Enfin, tu pourras, mais peut-être que tu jugeras que si quelqu'un vient mettre un gros contrat, bah, tu peux pas t'aligner parce que tu trouves que c'est trop cher et donc tu le perds pour rien. Donc voilà, le cas de Josh Giddey est un peu un point clé, j'ai envie de dire court terme, même déjà cet été pour moi. Parce que s'il y a une bonne opportunité, et je pense que dans le référentiel, Josh Giddey, pour moi, j'aimerais bien le voir relancer ailleurs, parce que le joueur est à ce point atypique, certes, mais avec des forces tellement intéressantes que j'aimerais bien le voir tester un peu plus, encore un peu plus longtemps, en tout cas, on va dire. Mais dans le référentiel OKC, ben, c'est vrai que voilà, le projet a avancé beaucoup plus que lui. C'est un constat qu'on a fait cette saison, qu'on a répété maintes fois cette saison, c'est que l'explosion du niveau de l'équipe a été beaucoup plus rapidement comparé à la dynamique de progression de Josh Giddey, qui est lente, mais c'est normal que ce soit plus lent, surtout avec un profil, comme dit, sur le papier à ce point atypique. Mais c'est vrai que, voilà, au final, quand on fait le bilan, on est un peu obligé de remarquer qu'il n'y a plus le temps, quoi. Il n'y a plus trop le temps d'attendre, il n'y a plus le temps de temporiser, d'attendre une certaine progression qui va venir. Non, là, OKC, ça joue le titre dès cette saison et dès l'an prochain aussi. Donc voilà, peut-être que ça peut faire partie, non pas des assets en termes de contrat, de taille de contrat, mais peut-être que pour certains, ça peut être aussi un plus. Si tu fais un échange pour un package, bon, ben avoir un jeune de plus à mettre dans la balance, c'est toujours ça. Donc voilà, le cas de Josh Giddey, je ne vais pas non plus trop développer, on le fera peut-être cet été quand il se passera des choses, mais pour moi c'est un point clé de l'intersaison. Est-ce que tu le prolonges? Est-ce que tu le prolonges pas? Est-ce que tu l'inclus dans un échange en tant que jeune à rajouter à des pics plus un jeune, plus un contrat, ça peut te faire avoir à quelque chose peut-être. Et puis ensuite, niveau contrat, niveau joueur, nous avons Isaiah Joe et Aaron Wiggins qui ont une team option. Donc là, la question c'est est-ce que l'équipe, l'option qui peut être activée par l'équipe, est-ce que OKC va activer cette option ou est-ce qu'ils vont ne pas l'activer pour leur faire un geste et ensuite les prolonger pour un contrat plus gros et plus long aussi, mais surtout plus gros. Ça aussi, ça peut être une possibilité à mon sens, un peu de les récompenser, de pas activer cette team option qui est très peu chère. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, on n'en a même pas encore parlé, mais OKC, ils ont des assets pour faire des gros coups. Je regrette un peu, j'ai regretté un peu qu'il n'ait pas fait un coup, non pas forcément un gros coup, mais un coup au moins cette saison. Là, je pense qu'on arrive à la croisée des chemins, et là, je pense que c'est le moment. C'est le moment de renforcer en faisant un coup. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas par quoi ça va passer, parce que d'un côté, on a pas mal d'assets, on a en termes de tours de draft, notamment, vous le savez, mais ils ont 13 tours de draft, 13 futurs premiers tours de draft à échanger, et 20 deuxièmes tours de draft. Donc voilà, ça fait beaucoup. On a vu que des superstars partaient pour 3, 4, 5, 6 tours de draft parfois. Bon, voilà. S'il y a une star disponible, OKC peut se mettre sur les rangs avec ses 13 futurs premiers choix de draft. Donc ça, c'est bien. Plus les 20 seconds tours de draft aussi, c'est toujours utile pour aller chercher enfin voilà, ce qu'ils n'ont pas fait cet hiver d'ailleurs, pardon, tel ou tel role player, tel ou tel 3&D, petit contrat ou petit ajout, tu payes 2 ou 3 seconds tours de draft et puis tu rajoutes ça, donc ça c'est une possibilité aussi. Et donc ça c'est pour l'aspect trade, mais il y a aussi un aspect de salary cap, évidemment, puisque OKC va faire partie des équipes qui ont beaucoup de place sous le salary cap. J'ai regardé les projections de Bobby Marks, qui n'a pas été un très bon GM, assistant GM côté Brooklyn, vous savez, il a été assistant du fameux Billy King qui avait fait le trade Tatum, enfin pas Tatum, mais le Paul Pierce et Kevin Garnett contre les joueurs qui deviendront Tatum et Jaylen Brown. Mais bref, donc c'est l'expert salary cap de ESPN et qui projette lui autour de 33 millions dans le salary cap. 33 millions à dépenser sur le marché des free agents cet été. D'après ce que j'ai vu, quand il inclut les salaires des futurs premiers choix de draft de 2024 pour OKC donc 33 millions, c'est pas mal. Ça fait quand même beaucoup. Le problème,
C'est ça c'est ça le problème, c'est que la classe de Free Agent 2024, vous le savez, elle est pas top. Elle est vraiment pas top. Dans les Free Agent Stars, si vous voulez, on a du Tobias Harris, on a du James Harden, on a des noms comme ça. Bon, c'est pas génial. Après, niveau Free Agency, il y a un nom. Il y a un nom qui ressort, et on ne sait pas s'il va venir, ou plutôt revenir, puisque c'est Paul George. Et oui, c'est Paul George, le gros free agent de cette intersaison 2024. On sait que les Clippers, apparemment, ne veulent pas trop lui offrir un contrat max, alors que lui, c'est ce qu'il veut. 33 millions, je suis pas sûr qu'OKC, actuellement, en l'état, aurait les atouts, mais comme dit, ils peuvent aussi faire un peu de ménage. Ils peuvent faire du ménage avec Josh Giddey, qui est à 6-8 millions, Kenrich Williams aussi, qui est à 6-8 millions. Voilà, potentiellement, je pense qu'ils peuvent se dégager plus que 33 millions. Le cas Paul George, encore une fois, je ne veux pas faire du basket fiction, mais oui, ce serait génial, c'est exactement ce qu'il faut, mais pour l'instant, on ne va pas trop développer dessus parce que si ça se fait pas. Et après, les autres free agents, c'est quoi? C'est LeBron James? Non, je pense pas. Sauf si OKC draft Bronny James. Mais Klay Thompson, je suis pas sûr. Tobias Harris, on l'a dit. Harden. Siakam aussi, mais Siakam, est-ce qu'il n'y a pas un deal un peu wink-wink, clin d'œil, déjà un peu avec Indiana? Ou est-ce que lui, de toute façon, là, ils sont en finale de conf, est-ce qu'il va pas vouloir poursuivre l'aventure aussi, vu que ça se passe bien? Hayward aussi, parmi les contrats finissants, les gros contrats finissants, mais je suis pas sûr qu'il re-signe. DeRozan, Kyle Lowry. Bon, voilà, on est quand même pas sur une méga classe de free agent 2024 énorme. Evan Fournier, D'Angelo Russell, OG Anunoby, ça serait cool, mais là encore, pareil, comme Siakam, est-ce qu'ils n'ont pas fait l'échange, les Knicks, avec un petit wink-wink, clin d'œil, on fait l'échange, t'es en fin de contrat, mais sache qu'on a déjà négocié un peu, on est plus ou moins d'accord sur une prolongation. Et après, c'est vrai qu'on arrive sur une catégorie de free agent qui est quand même un peu moindre. Alors, il y aurait du KCP potentiellement, mais qui a une player option, et c'est pas sûr qu'il la prenne. Et en plus, s'il la prend pas, c'est peut-être pour prolonger pour plus cher ou pour plus longtemps, en tout cas à Denver, donc c'est pas sûr, mais oui, ce serait absolument génial, ce genre de 3&D, c'est exactement ce qui manque. Il y a un peu un manque de profondeur là-dessus sur des défenseurs qui sont à ce point viables à 3 points. On a vu que Cason Wallace, Lou Dort, etc. Bon, ça manquait un peu de ce côté shotmaking. Donc voilà. Donc je pense que ce côté KCP, Gary Harris aussi, Caleb Martin aussi, qui a une player option, mais lui aussi pourrait ne pas la prendre pour avoir un nouveau contrat plus long et plus gros, peut-être. Caleb Martin serait cool aussi. Taurean Prince, Kelly Olynyk, voilà, ce genre de 3&D, pour pas très cher, pas hyper cher, ça pourrait être assez intéressant. Mais voilà, sur le côté star de free agency, d'une part, il y a soit des stars qui sont pas très intéressantes pour OKC, soit des vieux, soit des plus très bons, soit les deux d'ailleurs. à part Paul George ni au free agency, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, c'est vrai que pour les trades, il y a aussi une autre limite, c'est que ok, t'as les atouts en termes de pick, en termes de pick de draft que tu peux mettre pour attirer et pour faire un package intéressant, mais il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre des salaires, en fait. Et donc, c'est là qu'on arrive aussi à la limite, pour l'instant, de OKC et de la structure de l'effectif qui est assez particulière, qui est que tu as le gros contrat de SGA. Donc, ça, c'est 35 millions, 38 et 40 sur les 3 prochaines années. OK. Tu as Lou Dort, qui est le seul contrat de taille à peu près moyenne. Et en fait, après, tu n'as que des jeunes. T'as Chet Holmgren, contrat rookie, même si, 10 millions l'année, mais de toute façon, il n'est pas échangeable, évidemment. Mais après, c'est Josh Giddey, comme on a dit, 8 millions, peut-être échangeable. Kenrich, qui est à 6. Cason Wallace, qui est à 5, rookie. Ousmane Dieng, qui est à 5, qui est rookie. Jalen Williams, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Lindy Water aussi. Bref, le problème aussi pour les trades, pour OKC, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de marge de manœuvre, en fait. C'est là-dessus où, comme dit, la cartouche Davis Bertans, elle a été grillée sur n'importe quoi. C'est vraiment dommage. Parce que voilà, Hayward maintenant 31 millions pour cette année 2024, mais il free agent cet été, donc ça ne compte pas. Donc en fait, c'est aussi la limite, c'est que certes, il y a pas mal de choix de draft, ok, mais en même temps, voilà quoi. Comment tu fais pour aller chercher une star avec un gros contrat? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tu peux bricoler avec du Lou Dort qui est à 16 millions, 17 l'an prochain, oui. Plus Kenrich, plus Josh Giddey. Ça fait du quoi? Ça fait 16 plus 8, 24, plus Kenrich qui est lui aussi autour des 6-7. Ouais, t'arrives à 30 millions, quoi. Mais c'est pas énormissime. C'est pas énormissime. Après, je crois qu'ils peuvent absorber plus d'argent que ce qu'ils n'envoient parce que justement, ils ont du cap space. Mais bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais plus globalement, en tout cas, l'idée générale, c'est que dans ce genre d'échange, il faut un certain équilibre des salaires. Et c'est ça qui va être compliqué. Ça qui va être compliqué à OKC, c'est qu'il n'y a pas non plus de joueurs que tu veux échanger absolument. Lou Dort, ce serait cool de le garder, quoi. Donc si tu utilises Lou Dort pour un échange, t'as la valeur de l'échange, mais tu le perds, quoi. Donc voilà, c'est un peu particulier aussi la situation de OKC. Ils ont du cap space l'année où il y a
pas de joueurs intéressants en free agency, en tout cas pas des tonnes. Donc c'est un peu un problème. Après, bon, si on va un peu sur le terrain des trades, c'est vrai qu'il y a quand même des atouts intéressants. Je pense que le plus intéressant, sans doute, ce serait Markkanen, parce que il est en fin de contrat, mais il a un contrat qui est de taille relativement, par rapport à sa valeur, il a 18 millions l'année, c'est rien du tout. Je pense que lui, c'est un cas où tu absorbes très peu d'argent par rapport à la valeur sportive que tu pourrais arriver à en tirer. Donc Markkanen, ce serait génial. Après, est-ce que Utah est vendeur ou pas? Est-ce que Utah va pas vouloir le prolonger d'abord un premier temps pour ensuite l'échanger d'ici 6 mois, 8 mois, 1 an et demi? Peut-être, pour pas le perdre pour rien, justement, ou pour pas le perdre pour pas grand-chose, parce que là, en fin de contrat, tu auras moins d'assets en échange en fin de contrat que s'il avait encore 4 ans et demi de contrat actuellement. Enfin, sur lui, je veux dire. Bref, vous avez compris, j'espère. Mais Markkanen, oui, Markkanen, ça pourrait être génial, parce que 18 millions l'année, c'est pas si cher que ça, quoi. Donc ça reste un peu dans le range possible pour OKC. Ça apporterait du spacing. Évidemment, il y aurait des compromis défensifs, mais le pari se tente. Le pari se tente. C'est pas idéal, c'est loin d'être idéal, mais c'est une possibilité. Bon, il y a toujours la possibilité à Mikal Bridges, évidemment, qui lui aussi serait génial dans ce rôle de 3&D d'élite, en fait, parce que on a bien vu, on pouvait s'en douter, certains d'entre nous le disaient, mais bon, le côté créateur et go-to-guy de Mikal Bridges, ça marche pas trop quand t'as pas tous les mid-range qui rentrent comme sur 2 mois en 2023, fin de saison. Mais Mikal Bridges, oui, ce serait génial. Et eux, ils auraient les atouts pour aller le chercher. Je sais pas à quel point est-ce que Brooklyn est vendeur ou pas, toujours la question. Mais voilà, un peu dans les cibles potentielles, on se le fait rapidement. Caruso aussi, un cran en dessous, mais Caruso, ça pourrait être cool, même s'il n'y a pas forcément le shoot, mais un peu le côté feu follet en défense, et puis que connecteur en attaque avec son passing, ouais, ça serait assez cool. Bon, pas une pièce centrale, mais une pièce à rajouter en termes de profondeur, ce serait génial. Et puis après, est-ce qu'un Zach LaVine pourrait être disponible, et est-ce que surtout un Zach LaVine pourrait intéresser OKC? Je ne sais pas. Pour le coup, Zach LaVine, il a pas mal d'années de contrat encore. Il est payé cher, c'est vrai, mais ça ferait du bien à un shooter d'élite. Pour le coup, surtout dans cet effectif où tu lui demanderais pas de créer tant que ça, lui-même balle en main, qui est un peu la faiblesse. Si tu le mets un peu dans un rôle de finisseur ultime, shoot plus off-ball, shooter off-screen, pour apporter un peu cette variété tactique un peu, ça pourrait être cool. Bon, après avoir l'état du projet Chicago, avoir le prix demandé, etc., etc. Et je me demande, je veux pas te faire trop long sur le côté intersaison et basket fiction, mais je me demande à quel point, si Jarrett Allen est disponible, ça pourrait pas être cool. Parce que c'est un peu toute la question avec ce projet, avec Chet Holmgren, c'est que la valeur de Chet, comme on l'a dit, c'est la valeur structurelle d'un protecteur de panier qui sait shooter à 3 points. Donc, potentiellement, tu peux, comme il est bon en défense en tant que protecteur de panier, tu peux mettre que des extérieurs qui savent shooter autour. Et donc, tu as un 5-out complet. Ok. Mais à quel point est-ce que on pourrait pas aussi partir sur une possibilité de jouer les deux ensemble avec Jarrett Allen? Soit sinon, ils jouent un peu ensemble, et puis ensuite, un peu aussi avec des minutes un peu stagger, comme on dit, un peu séparés les uns des autres. Mais voilà, il y aurait aussi ce choix, potentiellement, le choix un peu plus défensif. Ok, tu perdrais un peu en spacing, en 5-out, tu perds. Mais à quel point est-ce que le compromis de shoot n'est pas un peu rattrapé par tout ce qui pourrait t'apporter en termes de verticalité, un peu de passing sur short roll, et puis la défense aussi, défense d'arceau. Voilà, c'est une question. Je sais pas, mais ça pourrait être un pari intéressant si on va dans cette direction, un peu comme Memphis par exemple l'a fait en mettant des pivots défensifs à côté de Jaren Jackson pour mieux l'optimiser encore. C'est une possibilité. Est-ce que moi je ferais ce choix? Je sais pas. Je sais pas parce que j'aime beaucoup cette valeur structurelle du 5-out. J'avoue qu'en dans un premier temps, je tenterais plutôt le côté on va blinder les lignes extérieures et le périmètre avec des shooters. Et puis poussons cette idée jusqu'au bout, et si ça marche pas, ok, on ira prendre un Jarrett Allen ou un mec comme ça à mettre à côté de Chet Holmgren, mais je serais plutôt de cet avis-là. Bon, après, j'ai pas non plus envie de développer sur des pistes un peu, est-ce que Jimmy Butler va être disponible ou pas? Est-ce que Garland va être disponible ou pas? Mitchell aussi, est-ce que Mitchell va être disponible? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je veux pas non plus, comme dit, je veux pas aller là-dessus, mais pour moi, l'idée générale, c'est il faut renforcer un peu la profondeur de l'effectif. La profondeur en termes de déliés et notamment de compétences de shoot et de mecs qui sont viables et en défense et au shoot un peu plus qu'actuellement. Donc le type, l'archétype KCP évidemment. Plus faire un gros coup si on peut, parce que il y a la possibilité et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis aussi, on l'a pas encore abordé, mais c'est la question du backup 5. Ça, c'est vrai que pour moi, ça pourrait valoir le coup de se pencher un peu dessus, parce que on a vu que là, c'était un peu choisis ton poison, peut-être pas, mais il n'y avait pas de bonne solution. Pas de bonne solution. On a fait toute la saison avec soit Jalen Williams, qui est un peu un profil offensif, soit Kenrich Williams, qui est
lui un ailier de formation qui a joué un peu au backup 5 parce qu'il peut tout faire, hein, Kenrich Williams, petit joueur hipster très cool. Mais voilà, peut-être que ça manque un peu. Peut-être que ça manque d'un vrai backup ou d'un peu de compétences dans ce secteur-là aussi. Ça ferait pas de mal. Bref, donc voilà pour petit podcast rapide sur le bilan de la série tactiquement. C'était ça un peu l'intérêt principal. Et puis aussi ouvrir sur un peu un bilan de la saison, qu'est-ce qui a été bien fait et surtout un peu mal fait. Et puis quelques pistes d'intersaison. Voilà pour la fin de saison. On tire le rideau pour cette magnifique saison, parce que c'est vrai, il faut le dire, on l'a pas dit encore, mais magnifique saison 2024 pour le Thunder d'OKC. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour le numéro 205.